Le cristal a tinté. 45 rires ont claqué. Et j'ai posé le couteau à gâteau avant de sortir sans un mot. 1 heure plus tard, dans la pénombre fraîche de la cathédrale, j'ai composé un seul numéro. Mon notaire. La vente enregistrée. L'argent en route. La maison que tous convoitaient, celle que mon fils rêvait déjà de revendre, n'était plus à nous depuis 3 semaines. À eux, je n'ai laissé que 3 enveloppes et un jardin encore dressé pour la fête. Le lendemain, leurs appels ont explosé sur mon écran. Inquiétude feinte, colère nue, menace légale. J'étais déjà loin, portée par le grondement d'un avion et le silence d'une nouvelle ville. On m'a traitée d'égoïste, de folle, d'ingrate. Alors j'ai levé mon propre toast, à voix basse, à ma dignité retrouvée, à la riposte écrite, nette, incontestable, à la vérité prête à crever les mensonges polis des repas de famille. Voici mon histoire. L'humiliation publique qui a tout déclenché, la disparition calculée, les lettres qui fissurent les loyautés aveugles, la guerre froide qu'un fils déclenche et qu'une mère termine sans hausser la voix. Je n'ai plus besoin qu'on m'applaudisse pour exister. Mais s'ils veulent pas me reprendre ce que j'ai reconquis, ils devront d'abord regarder en face ce qu'ils ont fait de moi. Je me souviens de l'odeur. C'est toujours l'odeur qui me revient en premier quand je repense à cette journée. L'odeur de la quiche lorraine qui refroidissait sur le comptoir de ma petite cuisine, mêlée à celle du kouglof encore tiède, saupoudré de sucre glace. Il était 6 heures du matin ce samedi de juin, et j'étais déjà debout depuis 1 heure. Mes mains tremblaient légèrement en découpant les parts de tarte au Mirabelle. Pas de fatigue, d'anticipation peut-être, ou de ce sentiment étrange qu'on a parfois, cette intuition sourde que quelque chose va basculer. Je m'appelle Eliane Dufour, j'ai 58 ans, et je vis à Strasbourg depuis toujours, dans une petite maison à colombage du quartier de la Crutenau, près du canal. Une maison étroite, avec des poutres apparentes qui craquent l'hiver et un jardinet qui donne sur une ruelle pavée. Robert, mon mari, l'avait choisi en 1987. « Tu verras, Eliane, on sera bien ici », m'avait-il dit en passant sa main sur le chambranle de la porte d'entrée. Il avait raison, nous y avons été bien, jusqu'à ce qu'il parte. Ce matin-là, en sortant les nappes blanches du placard, j'ai pensé à lui. Cela faisait 23 ans qu'il était mort. Un infarctus brutal, à 42 ans, dans son atelier de menuiserie. On ne s'y attend jamais. On croit toujours qu'on a le temps. Mais la vie vous rappelle parfois violemment qu'elle ne vous doit rien. J'ai étalé les nappes sur les tables de jardin que j'avais empruntées aux Muller, mes voisins. 5 tables en tout, disposées sous les pommiers qui commençaient à perdre leurs dernières fleurs. Il faisait déjà chaud. Le ciel était d'un bleu implacable, sans un nuage, comme si même la météo voulait que cette journée soit parfaite. 45 invités. 3 générations de Dufour et de Schneider, le nom de jeunes filles de ma mère. La grande réunion familiale annuelle. Celle que j'organisais depuis 15 ans, toujours chez moi, toujours avec le même soin maniaque. À 7 heures, Mathilde est arrivée avec son mari, Franck, et leurs 2 enfants, Léa et Thomas. Mathilde, ma fille aînée, 34 ans, professeure de français au lycée Kléber. Elle a hérité de mon sérieux, de ma rigueur. Elle portait une robe bleu marine, ses cheveux châtains tirés en chignon strict. Elle m'a embrassée sur les 2 joues, rapidement, comme on le fait quand on a l'habitude. « Maman, tu as besoin d'aide ?»« Non, ma chérie, tout est prêt. Va installer les enfants. » Léa, ma petite fille de 9 ans, m'a tendu un bouquet de marguerites cueillies dans leur jardin. Je l'ai serré contre moi, sentant son parfum de shampoing à la fraise. Thomas, 12 ans, regardait déjà son téléphone, absorbé par un jeu vidéo. Franck, comptable méthodique et silencieux, a commencé à déballer les bouteilles de Riesling et de Gewürztraminer qu'ils avaient apportées. « Tu as vu Antoine ?» m'a demandé Mathilde en disposant les assiettes. « Il arrive à 9 heures. Il finit un chantier ce matin. » Antoine, mon fils du milieu, 31 ans, menuisier comme son père. Il avait repris l'atelier de Robert, rue du Fossé des 13. Un garçon doux, discret
qui parlait peu mais travaillait avec une précision d'orfèvre. Il vivait seul dans un petit appartement au-dessus de l'atelier. Et je savais qu'il était heureux ainsi. Antoine n'avait jamais cherché à éblouir. Il se contentait de bien faire ce qu'il faisait. C'était déjà beaucoup. À 8 heures, ma sœur Geneviève est arrivée avec son mari, Bernard, et leurs 3 enfants adultes. Geneviève, 2 ans de plus que moi, coiffeuse à la retraite, bavarde et expansive. Elle portait un tailleur rose vif qui jurait avec le reste. « Eliane, ma chérie, quelle chaleur! Tu as pensé à mettre des parasols ?»« Oui, Geneviève, tout est prévu. » Elle m'a embrassée avec cette énergie excessive qui la caractérisait, puis s'est mise à réorganiser les couverts que j'avais déjà disposés. Je l'ai laissé faire. Avec Geneviève, il valait mieux ne pas résister. Les invités arrivaient fan par vagues. Ma cousine Agnès, veuve elle aussi, accompagnée de ses 2 filles. Mon oncle Marcel, 82 ans, appuyé sur sa canne, le regard encore vif. Les Dupont, amis de longue date de mes parents. Les enfants de mon cousin Thierry. La maison se remplissait de voix, de rires, de bises sonores. Je passais de l'un à l'autre, souriant, accueillant, m'assurant que chacun avait un verre, une chaise, une place dans cette chorégraphie familiale que je connaissais par cœur. À 9h15, Antoine est arrivé. Grand, les épaules larges, les mains calleuses. Il portait une chemise blanche propre et un jean. Il s'est penché pour m'embrasser et j'ai senti l'odeur du bois de chêne qui imprégnait toujours ses vêtements. « Pardon pour le retard, maman. Le client voulait des modifications de dernière minute. »« Ce n'est rien. Va te servir à boire. » Il m'a regardé avec cette intensité qu'il avait parfois, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Puis il a hoché la tête et s'est dirigé vers la table des boissons. À 10h, tout le monde était là, sauf Julien. Julien, mon petit dernier. 28 ans. Celui qui avait toujours eu le don de charmer, de séduire, de convaincre. Dès l'enfance, il savait comment obtenir ce qu'il voulait. Un sourire, un mot bien placé, et les adultes fondaient. À l'école, les professeurs l'adoraient malgré ses résultats médiocres. « Julien a du potentiel », disait-il. En réalité, Julien avait du charisme. Ce n'est pas la même chose. Après son bac, il était parti à Paris pour étudier le commerce. Il en était revenu 5 ans plus tard avec un diplôme d'école de commerce, un costume italien et un poste dans une agence immobilière haut de gamme du centre-ville. En 3 ans, il était devenu l'un des agents les plus performants de Strasbourg. Il vendait des appartements de standing, des maisons avec vue sur la cathédrale, des lofts rénovés dans le quartier de l'Orangerie. Il gagnait bien sa vie, très bien même. Il est arrivé à 10h30, au volant de son Audi Q5 noir. À ses côtés, Chloé, sa petite amie depuis 6 mois. Une jeune femme blonde, mince, habillée d'une robe blanche légère, qui aurait mieux convenu à Saint-Tropez qu'à un repas de famille alsacien. Elle portait des lunettes de soleil Dior et tenait un sac à main qui devait coûter plus cher que mon loyer mensuel. « Maman !» Julien m'a embrassée, souriant, décontracté. « Désolé pour le retard. On a eu un imprévu. Ce n'est rien. »« Venez, je vais vous présenter. » Chloé m'a tendu une main molle, sans retirer ses lunettes. « Enchantée, Madame Dufour. Julien m'a tellement parlé de vous. » J'ai souri poliment. Je savais que c'était faux. Julien ne parlait jamais de moi. Pas vraiment. Il parlait de ce qu'il faisait, de ses projets, de ses ventes. Mais de moi? De ma vie? Jamais. Le repas a commencé vers 11h. Les quiches, les tartes flambées, les salades de pommes de terre au Riesling, les bretzels chauds. Les conversations s'entremêlaient. Mon oncle Marcel racontait pour la énième fois l'histoire de la libération de Strasbourg en 1944. Geneviève riait trop fort à une blague de Bernard. Les enfants couraient entre les tables, leurs cris joyeux se mêlant au chant des oiseaux. Je circulais, remplissant les verres, apportant de nouveaux plats, m'assurant que personne ne manquait de rien. C'était mon rôle, celui que j'avais toujours tenu, la gardienne du foyer, celle qui veille à ce que tout soit harmonieux, fluide, parfait, celle qui s'efface pour que les autres brillent. Vers 12h30, alors que je sortais le kouglof et les tartes aux mirabelles,
j'ai entendu Julien parler fort, à l'autre bout du jardin. Il racontait une anecdote sur une vente récente. Un couple de Parisiens qui voulait acheter une maison à Obernai. Sa voix portait. Il avait cette capacité à capter l'attention d'une assemblée sans effort. Et donc, je leur dis, « Écoutez, à ce prix-là, vous ne trouverez rien de mieux en Alsace. » Et tu sais ce qu'ils me répondent ? « Mais monsieur, votre commission est vraiment élevée. » Je leur fais, « La qualité a un prix, madame. » Les rires ont fusé. Julien adorait ce genre de moment. Il était au centre, admiré, envié. Chloé, à ses côtés, le regardait avec des yeux pleins d'admiration béate. J'ai posé les desserts sur la table principale. Mathilde est venue m'aider. « Maman, assieds-toi un peu. Tu n'as rien mangé. »« Je n'ai pas faim, ma chérie. Tu es toujours comme ça. Tu passes ton temps à t'occuper des autres. » Elle avait raison. Mais je ne savais pas faire autrement. C'était ma façon d'aimer, je suppose. En donnant, en servant, en me rendant utile. À 13h, alors que le soleil tapait fort et que les bouteilles de vin commençaient à se vider, Julien s'est levé. Il tenait son verre de Gewürztraminer à la main. Il a tapé sa fourchette contre le cristal, ce geste théâtral qu'on voit dans les films. « S'il vous plaît, un peu d'attention. » Le brouhaha s'est estompé. 45 visages se sont tournés vers lui. J'étais debout près de la table des desserts, un couteau à gâteau à la main. « Je voudrais porter un toast », a-t-il dit, le sourire aux lèvres. Mon cœur s'est un peu gonflé. J'ai pensé, l'espace d'une seconde naïve, qu'il allait dire quelque chose de gentil. Remercier pour le repas, pour l'organisation, pour cette journée. Un toast à ma mère, Eliane Dufour. Les regards se sont tournés vers moi. J'ai souri, gênée, comme toujours quand on me mettait en avant. Et puis, il a ajouté, avec ce ton léger, presque moqueur, « Elle a tellement travaillé. Et aujourd'hui, elle n'a même pas où tomber morte. Une ratée. » Le silence a duré une demi-seconde. Puis, les rires ont éclaté. 45 personnes. Ma famille. Mes amis. Ils riaient. Geneviève riait, la main sur la bouche. Mon oncle Marcel secouait la tête en souriant. Mathilde avait un sourire crispé, comme si elle ne savait pas trop comment réagir. Antoine regardait son assiette. Chloé riait, aiguë et fausse. Les enfants riaient, parce que les adultes riaient. Et moi, je restais là, debout, le couteau à gâteau à la main, figé. Julien a levé son verre. « Allez, santé, maman, on t'aime quand même !» Les rires ont redoublé. Quelqu'un a trinqué. Les conversations ont repris. Et moi, j'ai posé le couteau doucement sur la table. J'ai ôté mon tablier, je l'ai plié soigneusement et je l'ai déposé sur une chaise. Puis j'ai traversé le jardin. Personne ne m'a regardé. Ils étaient tout trop occupés à rire, à parler, à profiter de cette belle journée. J'ai traversé le salon. J'ai pris mon sac à main accroché près de l'entrée. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Dehors, la rue était silencieuse. Seul le bruit lointain d'une voiture troublait le calme de ce samedi après-midi. J'ai commencé à marcher. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. Mes jambes m'ont porté instinctivement vers le centre-ville. J'ai longé le canal, traversé le pont Saint-Guillaume, puis j'ai remonté vers la place de la cathédrale. Les touristes étaient nombreux, appareil photo en main, admirant la façade rose de Notre-Dame. Je les ai contournés et je suis entrée dans l'église. L'intérieur était frais, silencieux. La lumière colorée des vitraux projetait des ombres dansantes sur les dalles de pierre. Je me suis assise sur un banc, au fond, près de la chapelle latérale. Mes mains tremblaient. Pas de colère, pas encore. De quelque chose de plus profond, de plus ancien. Je ne pleurais pas, je n'en avais même pas envie. Je restais là, assise, les yeux fixés sur l'autel, et je laissais le silence m'envelopper. Combien de fois étais-je venue ici ? Combien de fois, après la mort de Robert, étais-je venue m'asseoir sur ce banc pour chercher une forme de consolation ? Combien de fois avais-je prié, non pas pour que les choses changent, mais pour avoir la force de continuer à les supporter. Et aujourd'hui, pour la première fois, je me demandais pourquoi continuais-je à supporter ?
Je suis restée là 1 heure, peut-être 2. Le temps n'avait plus d'importance. Puis, lentement, j'ai fouillé dans mon sac. J'en ai sorti mon téléphone. 15 appels manqués, 10 messages. Je ne les ai pas ouverts. J'ai composé un numéro. Celui de Maître Legrand, mon notaire. Madame Dufour ? Maître, c'est Eliane. Je voulais savoir. Les papiers que nous avons signés il y a 3 semaines. C'est définitif, n'est-ce pas ? Un silence. Oui, Madame Dufour. La vente est enregistrée. L'argent sera viré sur votre compte, lundi matin. Parfait. Merci, maître. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti un poids immense se soulever de mes épaules. Je suis rentrée chez moi à pied, lentement. Il était 19 heures passées. Le soleil déclinait, teintant les façades de rose et d'or. Quand je suis arrivée devant ma maison, le jardin était vide. Les tables étaient encore dressées, mais il ne restait personne. Des assiettes sales, des verres à moitié pleins, des serviettes froissées. Le silence après la tempête. Sur la table du salon, 3 enveloppes étaient apposées. Des lettres que j'avais écrites 1 semaine plus tôt, en cachette, au milieu de la nuit. 3 lettres. 1 pour Mathilde, 1 pour Antoine, 1 pour Julien. Je les ai prises. Je les ai relues 1 dernière fois. Puis je suis sortie et je les ai glissées dans la boîte aux lettres de chacun de mes enfants. Mathilde habitait à 10 minutes à pied. Antoine, au-dessus de son atelier. Julien dans son appartement moderne du quartier européen. Quand je suis rentrée, il faisait nuit. J'ai fait ma valise. Pas beaucoup de choses. Quelques vêtements, mes papiers, une photo de Robert et moi le jour de notre mariage. Le lendemain matin, dimanche, à 6 heures, je prenais un train pour Paris. À 13 heures, j'embarquais dans un avion pour Lisbonne. Mon téléphone a commencé à sonner dès 8 heures. Mathilde, Antoine, Julien, Geneviève. Encore et encore. Je n'ai pas répondu. Pas encore. L'avion a décollé à 13h15. J'étais assise côté hublot, mon sac serré sur mes genoux. En dessous de moi, Strasbourg s'éloignait, devenant une maquette floue de toits orangés et de flèches gothiques. Mon téléphone vibrait sans arrêt dans ma poche. Je l'ai sorti, je l'ai éteint et je l'ai rangé au fond de mon sac. Le silence qui a suivi était vertigineux. Pour la première fois depuis 35 ans, personne ne m'attendait quelque part. Personne n'avait besoin de moi dans l'immédiat. Je n'avais pas de repas à préparer, pas de linge à étendre, pas d'enfants à consoler. J'étais libre. Et cette liberté me terrifiait autant qu'elle me soulageait. À côté de moi, une femme d'une 60aine d'années lisait un roman portugais. Elle m'a souri gentiment quand nos regards se sont croisés. Je lui ai rendu son sourire, puis j'ai fermé les yeux et j'ai laissé les larmes couler doucement sur mes joues. Pas de sanglots, juste cette tristesse silencieuse qui débordait enfin. L'hôtesse est passée avec le chariot. J'ai pris un café que je n'ai pas bu. J'ai regardé les nuages par le hublot et j'ai pensé aux lettres. La lettre de Mathilde. Ma Mathilde, tu as toujours été celle sur qui je pouvais compter. La sérieuse, la raisonnable, celle qui ne posait pas de problème. Quand ton père est mort, tu avais 11 ans. Tu es devenue une petite adulte du jour au lendemain. Tu m'aidais avec tes frères. Tu faisais tes devoirs sans qu'on te le demande. Tu ne pleurais jamais devant moi. Je t'ai laissé grandir trop vite. Je t'ai laissé porter un poids qui n'était pas le tien. Et quand tu as eu besoin de moi, quand tu as eu tes propres doutes, tes propres peurs, j'étais trop épuisée pour t'écouter vraiment. Je te disais, tu es forte, Mathilde. Tu vas y arriver. Mais tu n'avais pas besoin que je te dise que tu étais forte. Tu avais besoin que je te dise que tu avais le droit d'être faible. Hier, quand ton frère a fait cette blague cruelle, tu as souri. Un sourire gêné, certes, mais un sourire quand même. Tu n'as rien dit. Tu ne m'as pas défendu. Et je ne t'en veux pas. Parce que je t'ai appris, sans le vouloir, que c'était normal, que c'était ce qu'on faisait dans une famille. On acceptait, on pardonnait, on passait l'éponge. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches quelque chose. Pardonner n'est pas oublier. Et accepter n'est pas se taire. Je pars, Mathilde. Pas pour toujours, mais pour un temps. J'ai besoin de respirer.
J'ai besoin de me souvenir de qui j'étais avant de devenir la mère, la veuve, la couturière fatiguée, qui n'a même pas où tomber morte. Prends soin de toi et apprends à tes enfants que l'amour ne se mesure pas au sacrifice. Maman, la lettre d'Antoine. Mon Antoine, tu es celui qui ressemble le plus à ton père. Pas seulement physiquement, même si tu as ses mains, ses épaules, sa façon de pencher la tête quand tu réfléchis. Tu as aussi sa douceur, sa discrétion, son besoin de silence. Quand tu as repris l'atelier de menuiserie, j'ai pleuré de joie. Pas devant toi, bien sûr, mais toute seule, le soir, dans ma cuisine. J'avais l'impression que ton père continuait de vivre à travers toi, que son travail, son art, n'était pas mort avec lui. Tu ne parles pas beaucoup, Antoine, mais tu vois tout. Hier, pendant le repas, je t'ai observé. Quand Julien a fait sa blague, tu as baissé les yeux. Tu n'as pas ri. Tu n'as rien dit non plus. Mais tu n'as pas ri. Je sais que tu te demandes souvent si tu en fais assez. Si tu es assez présent, assez attentif. Tu l'es, mon fils. Plus que tu ne le crois. Ta présence est silencieuse, mais elle est réelle. Je pars pour un moment. J'ai besoin de comprendre qui je suis quand je ne suis pas en train de m'occuper de quelqu'un d'autre. Mais je veux que tu saches une chose. Tu n'as pas à me sauver. Tu n'as pas à réparer ce qui est cassé dans cette famille. Ce n'est pas ton rôle. Vis ta vie, Antoine. Ne te sacrifie pas comme je l'ai fait. Maman, la lettre de Julien. Je ne sais pas comment commencer cette lettre. Peut-être en te disant que je t'aime. Parce que c'est vrai, je t'aime. Tu es mon fils. Et rien ne changera jamais cela. Mais je ne t'aime pas aveuglément. Et aujourd'hui, je dois te dire la vérité. Tu as toujours été celui qui brillait. Celui qui savait parler, convaincre, charmer. Dès ton plus jeune âge, tu obtenais ce que tu voulais. Et moi, comme tout le monde, je me suis laissé séduire. Je t'ai pardonné tes retards, tes oublis, tes petites cruautés déguisées en plaisanterie. Je me disais, c'est Julien, il ne pense pas à mal. Mais hier, quand tu as dit devant 45 personnes que j'étais une ratée, tu pensais à mal. Peut-être pas consciemment. Peut-être que dans ta tête, c'était juste une blague. Mais les mots ont un poids, Julien. Et ceux-là m'ont écrasé. Tu veux savoir ce qui m'a fait le plus mal ? Ce n'est pas ce que tu as dit. C'est que tu as cru que c'était drôle. Que tu as cru que les autres trouveraient là ça drôle. Et qu'ils ont effectivement trouvé ça drôle. Tu as 28 ans. Tu gagnes bien ta vie. Tu roules en Audi. Tu portes des costumes italiens. Mais tu ne sais pas reconnaître la valeur de ce que tu as reçu. Tu ne sais pas voir l'invisible. Cette maison dans laquelle tu as grandi, je l'ai payée avec mes mains. Chaque mensualité, chaque réparation, chaque meuble. Ton école de commerce à Paris, je l'ai financée en travaillant le soir, en prenant des commandes supplémentaires, en renonçant à mes propres rêves. Je ne te demande pas de gratitude. Je ne t'ai jamais rien demandé. Mais je demande du respect. Et hier, tu ne m'en as donné aucun. Alors oui, Julien, je pars. J'ai vendu la maison. Celle que tu convoitais depuis des mois, pour la revendre avec profit. L'argent est sur mon compte. Et avec cet argent, je vais vivre un peu pour moi. Si un jour tu apprends à voir au-delà de toi-même, appelle-moi. Mais pas avant. Maman, l'avion a atterri à Lisbonne à 15h30. L'air était chaud, salé, le soleil éclatant. Ma cousine Isabelle m'attendait à la sortie de l'aéroport, un grand sourire aux lèvres. Elle m'a serré dans ses bras sans rien dire. Elle savait. Je lui avais écrit une semaine plus tôt pour lui annoncer ma venue. « Viens, Eliane. » On rentre à la maison. Elle habitait à Alfama, le vieux quartier de Lisbonne, dans un petit appartement avec vue sur le Tage. Les murs étaient patès blancs, les volets bleus. Et depuis la terrasse, on voyait les toits ocre s'étager jusqu'au fleuve. C'était beau, tellement beau que j'ai eu envie de pleurer à nouveau. « Tu vas rester le temps qu'il faudra », m'a dit Isabelle en posant une tasse de café devant moi. « Ici, personne ne te demandera rien. Tu n'as qu'à exister. » Exister. Je ne me souvenais même plus de ce que cela voulait dire. Les premiers jours ont été étranges. Je me réveillais tôt, par habitude, et je ne savais pas quoi faire de mes mains. J'errais dans l'appartement. Je rangeais des choses qui n'avaient pas besoin d'être rangées. Isabelle me regardait
avec une tendresse inquiète. « Eliane, va te promener. Va respirer. Le monde ne va pas s'effondrer si tu ne fais rien pendant 1 heure. » Alors j'ai commencé à marcher. Le matin, je descendais les ruelles pavées d'Alfama. Je m'arrêtais devant les azulejos bleus et blancs qui décoraient peint les façades. Je buvais un café en terrasse en écoutant le fado qui s'échappait des fenêtres ouvertes. L'après-midi, je longeais le Tage. Je regardais les bateaux, les touristes, les vendeurs de châtaignes grillées. Et doucement, très doucement, je commençais à respirer. Mais mon téléphone, que j'avais rallumé le 3e jour, vibrait sans cesse. Les messages s'accumulaient. « Mathilde, maman, où es-tu? On est tous inquiets. S'il te plaît, réponds-moi. » Antoine. « Maman, j'ai lu ta lettre. Je suis désolée. Appelle-moi quand tu peux. » Julien. « Maman, c'est ridicule. Rentre à la maison. On doit discuter de la vente de la maison. C'est urgent. » Geneviève. « Eliane, qu'est-ce qui t'a pris? Tout le monde te cherche. Tu ne peux pas partir comme ça sans rien dire. » J'ai lu les messages. Je n'ai pas répondu. Le 5e jour, Mathilde a appelé. J'ai hésité longtemps avant de décrocher. « Maman ?» Sa voix tremblait. J'ai fermé les yeux. « Oui, ma chérie. Où es-tu ? » « Je suis à Lisbonne, chez Isabelle. » Un silence. « Pourquoi ? Pourquoi tu ne nous as rien dit ? » « Parce que si je vous l'avais dit, vous m'auriez convaincu de rester. »« Maman, j'ai lu ta lettre, plusieurs fois. Et tu as raison. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû dire quelque chose. Ce n'est pas seulement ça, Mathilde. C'est tout. C'est des années à me rendre invisible, à croire que c'était normal. Je suis désolée. » Sa voix s'est brisée. J'ai senti les larmes monter. « Je ne te demande pas d'être désolée, ma chérie. Je te demande juste de comprendre. J'ai besoin de ce temps pour moi. » « Combien de temps ? Je ne sais pas encore. » Un autre silence. « Tu vas revenir ? » « Oui, mais pas tout de suite. » Nous avons parlé encore quelques minutes. Puis nous avons raccroché. J'ai pleuré longtemps après. Le lendemain, Antoine a appelé. Il a parlé peu, comme toujours. Mais ses mots étaient justes. « Maman, je comprends. Fais ce que tu as à faire. Je serai là quand tu reviendras. » Et puis, le 7e jour, Julien a appelé. Sa voix était sèche, irritée. « Maman, il faut qu'on parle. La vente de la maison, c'est illégal. Tu ne peux pas faire ça sans nous consulter. La maison était à mon nom, Julien. J'avais le droit de la vendre. Mais on avait un accord. Tu m'avais dit que je pourrais la racheter. » Je n'ai jamais dit ça. « Si, tu l'as dit. » J'ai respiré profondément. « Non, Julien, c'est toi qui l'as décidé, dans ta tête. Mais je n'ai jamais promis. C'est de la trahison. » La trahison, Julien, c'est ce que tu as fait samedi dernier. Un silence glacial. « Quoi ? À cause d'une blague ? Tu es en train de foutre en l'air notre famille à cause d'une blague ? Ce n'était pas une blague, Julien. C'était une humiliation, devant 45 personnes. Et tu ne t'es même pas excusé. Je m'excuse maintenant. Voilà, je m'excuse. C'est bon ? Tu peux rentrer maintenant. Non. Pourquoi ? Parce que tu ne le penses pas. Tu dis que tu t'excuses parce que tu veux que je rentre. Pas parce que tu regrettes vraiment. Il a explosé. Tu es égoïste. Tu penses qu'à toi. Qu'est-ce qu'on est censé faire sans toi ? Qui va organiser Noël ? Qui va s'occuper de grand-mère quand elle sera malade ? Tu désertes. Ces mots m'ont frappé comme des gifles. Mais pour la première fois, au lieu de me replier, j'ai tenu bon. Non, Julien, je ne déserte pas. Je reprends ma vie. Et si tu ne peux pas comprendre ça, alors peut-être que nous n'avons plus rien à nous dire pour le moment. Très bien. Parfait. Reste à Lisbonne. On n'a pas besoin de toi. Il a raccroché violemment. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient. Isabelle s'est venue s'asseoir à côté de moi. « Ça va ? » ?»« Non, mais je crois que c'était nécessaire. » Elle m'a pris la main. « Tu as fait ce qu'il fallait, Eliane. » Les jours suivants ont été plus calmes. Mathilde m'envoyait des messages de temps en temps. Des petites choses. Des photos de Léa et Thomas. Antoine aussi. De courtes phrases, mais chaleureuses. Julien, lui, ne donnait plus de nouvelles. Puis 2 semaines après mon départ, j'ai reçu un appel de Geneviève. Sa voix était tendue. « Eliane,
il faut que tu saches quelque chose. » »« Quoi ? » ?»« Julien, il a dit à toute la famille que tu étais devenue folle, qu'il fallait te faire interner, qu'on devait annuler la vente de la maison parce que tu n'étais plus en état de prendre des décisions. » Mon sang s'est glacé. « Il a dit ça ? » ?»« Oui, il a organisé une réunion familiale chez lui. Il a dit qu'il allait consulter un avocat. J'ai fermé les yeux. La rage montait, sourde, violente. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Mathilde et Antoine l'ont défendu. Ils ont dit que tu avais le droit de faire ce que tu voulais. Mais, Eliane, il y en a qui le croient, oncle Marcel notamment. Il dit que ce n'est pas normal, qu'une mère ne part pas comme ça. Merci de m'avoir prévenue, Geneviève. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose d'autre que de la tristesse. J'ai senti de la colère. Une colère froide, lucide. Julien ne renoncerait pas. Il ne comprendrait jamais. Et si je ne faisais rien, il allait tout détruire. Pas seulement la vente, mais ma dignité, mon droit à exister en dehors de ce que j'avais été pour eux. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Legrand. « Maître, j'ai besoin de vous. Il faut que nous préparions une riposte juridique. Mon fils va essayer de contester la vente. Je veux que tout soit blindé. Madame Dufour, la vente est légale. Vous étiez propriétaire unique. Aucun juge ne pourra l'annuler. Je sais, mais je veux des documents, des preuves. Je veux que vous prépariez un dossier qui montre que j'étais en pleine possession de mes moyens. Des attestations médicales, des témoignages, tout ce qu'il faut. Je m'en occupe. Puis j'ai appelé Mathilde. « Ma chérie, il faut que je te demande quelque chose. »« Oui, maman. Si Julien continue à dire que je suis folle, est-ce que tu seras prête à témoigner pour moi? À dire la vérité ?» Un long silence. « Oui, maman. Je le ferai. Merci. » Enfin, j'ai écrit un message à Julien. Un seul. « Si tu continues à salir mon nom, je ferai en sorte que toute la famille sache exactement qui tu es. » Je garderai le silence par amour. Mais ne teste pas ma patience. Je ne savais pas s'il comprendrait. Je ne savais pas s'il reculerait. Mais je savais une chose, je ne me laisserai plus écraser. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message d'Antoine. « Maman, Julien a arrêté. Il ne parle plus de contester la vente. Je crois qu'il a compris. » J'ai lu le message plusieurs fois. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis sortie sur la terrasse. Le soleil se couchait sur le Tage. Les lumières de Lisbonne s'allumaient une à une. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie forte. Pas heureuse. Pas encore. Mais forte. Les semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Non pas parce qu'il se passait des choses extraordinaires, mais justement parce qu'il ne se passait rien. Et c'était précisément ce dont j'avais besoin. Je me levais le matin sans réveil. Je buvais mon café sur la terrasse d'Isabelle, en regardant les mouettes tournoyer au-dessus du Tage. Je marchais dans les rues d'Alfama, je m'arrêtais devant les boutiques d'azulejos, je souriais aux vieilles dames qui vendaient des sardines grillées au coin des ruelles. Je vivais, simplement. Isabelle ne me posait pas de questions. Elle me laissait être. Le soir, nous dînions ensemble. Elle me racontait des histoires de sa vie à Lisbonne, de son divorce 20 ans plus tôt, de sa décision de tout recommencer dans un pays où elle ne connaissait personne. « Tu sais, Eliane, » m'avait-elle dit un soir, « la liberté, ça fait peur au début, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais après, on se demande comment on a pu vivre sans. » 1 mois après mon départ, j'ai commencé à travailler. Pas par nécessité financière. L'argent de la vente me laissait une marge confortable pour quelques années, mais par besoin de créer. Une petite mercerie du quartier cherchait quelqu'un pour faire des retouches. Quand j'ai poussé la porte, la propriétaire, une femme ronde aux cheveux gris nommée Teresa, m'a regardée avec curiosité. « Vous savez coudre ?»« Oui, depuis 40 ans. » Elle m'a tendu un pantalon troué. « Montrez-moi. » J'ai sorti mon nécessaire de couture que je transportais toujours avec moi. Et j'ai réparé le pantalon en 15 minutes. Un travail propre, invisible. Teresa a souri. « Vous commencez demain. » Je travaillais 3 matinées par semaine. Des petites retouches, rien d'épuisant. Mais j'aimais ça. J'aimais le contact du tissu, le rythme régulier de l'aiguille,
le sentiment d'accomplir quelque chose de tangible. Et surtout, j'aimais que personne ne me connaissait. Personne ne savait qui j'étais, ce que j'avais été. J'étais juste Eliane, la couturière française. Les appels de Mathilde et Antoine continuaient. Nous parlions une fois par semaine. Des conversations courtes, mais vraies. Mathilde me racontait les progrès de Léa à l'école, les projets de Thomas. Antoine me parlait de son travail, d'une commande de bibliothèque sur mesure pour une cliente exigeante. Ils ne me demandaient plus quand je rentrais. Ils avaient compris que je reviendrais quand je serais prête. Julien, lui, ne donnait toujours pas de nouvelles. Puis un soir, 6 semaines après mon départ, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité avant de décrocher. « Allô ? Madame Dufour ? C'est Chloé. » J'ai mis quelques secondes à comprendre. « Chloé, la petite amie de Julien ? » « Oui, Chloé. Que puis-je faire pour vous ?» Sa voix tremblait. « Je voulais vous dire quelque chose. Julien ne sait pas que je vous appelle. Je vous écoute. » Un silence. Puis elle a parlé, vite, comme si elle avait peur de perdre courage. « Julien et moi, on s'est séparés. Il y a 1 semaine. Et avant de partir, je voulais que vous sachiez ce qu'il a dit ce jour-là. À la fête, ce n'était pas la première fois qu'il parlait de vous comme ça. Mon cœur s'est serré. Comment ça ? Il disait souvent que vous étiez pathétique, que vous n'aviez rien fait de votre vie, que vous étiez accroché à lui et à ses frères parce que vous n'aviez rien d'autre. Il disait que vous étiez une charge. Chaque mot était un coup de poignard. Je vois. Je suis désolée, Madame Dufour. J'aurais dû dire quelque chose ce jour-là. Mais j'avais peur de le contrarier. Et puis après, quand vous êtes parti, il était furieux. Pas contre lui-même, contre vous. Il disait que vous étiez égoïste, que vous l'aviez humilié. Pourquoi me dites-vous ça maintenant, Chloé ? Parce que j'ai réalisé qui il était vraiment. Et je ne voulais pas que vous pensiez que c'était de votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient silencieusement. Merci, Chloé. Merci de m'avoir appelée. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise sur la terrasse, les yeux perdus dans le ciel nocturne. Isabelle s'était venue s'asseoir à côté de moi. « Des nouvelles de chez toi ? » Oui, de mauvaises. Et de bonnes, en quelque sorte. Je lui ai raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. « Tu sais ce que ça signifie, Eliane ? » « Quoi ? Que tu avais raison de partir, que tu n'es pas folle, que ton instinct ne t'a pas trompée. Elle avait raison, mais ça faisait mal quand même. Parce que comprendre que son propre enfant vous méprisait, c'était une douleur d'une nature particulière. Une douleur qui ne guérit pas facilement. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de Mathilde. Une vraie lettre, écrite à la main, envoyée par la poste. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. « Maman, je t'écris parce que je ne trouve pas les mots au téléphone. Parce que certaines choses ont besoin d'être écrites pour être vraiment dites. Hier, j'ai relu ta lettre, celle que tu m'as laissée avant de partir. Et je l'ai lue différemment. J'ai vu ce que je ne voulais pas voir la première fois. Tu as raison, je t'ai abandonnée ce jour-là. Je me suis dit que ce n'était qu'une blague, que ça passerait, que tu oublierais. Mais en réalité, j'avais peur. Peur de me confronter à Julien. Peur de créer un conflit. Peur de perdre l'équilibre fragile de cette famille. Mais cet équilibre était une illusion. Et il était construit sur ton silence. Depuis que tu es parti, tout est différent. Julien ne vient plus au repas de famille. Antoine parle davantage. Et moi, j'apprends à dire ce que je pense. À ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable. Léa m'a demandé l'autre jour pourquoi mamie Eliane n'est plus là. Je lui ai dit parce qu'elle avait besoin de respirer. Et elle m'a répondu « Alors c'est bien, tout le monde a besoin de respirer. Les enfants comprennent parfois mieux que nous. Je ne te demande pas de revenir, pas encore, mais je voulais que tu saches que tu me manques et que quand tu reviendras, je serai là, vraiment là. Ta fille qui t'aime, Mathilde. » J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai serrée contre mon cœur et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. 3 mois après mon départ, j'ai reçu un appel d'Antoine. Sa voix était différente, plus assurée. « Maman,
il faut que je te raconte quelque chose. Je t'écoute. La semaine dernière, Julien est passé à l'atelier. Il voulait que je signe un papier, une pétition pour contester la vente de la maison. Mon sang s'est glacé. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit que tu avais le droit de vendre ta maison, que ce n'était pas à nous de décider de ta vie. Et tu sais ce qu'il m'a répondu ? Quoi ? Il m'a dit « Tu es trop faible, Antoine. Tu as toujours été le petit soldat de maman. » Alors je lui ai dit quelque chose que j'aurais dû lui dire, il y a longtemps. Quoi ? Je lui ai dit « Non, Julien, je ne suis pas faible. Je suis juste capable d'aimer quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. » Et je lui ai demandé de partir. J'ai senti ma gorge se serrer. « Antoine, maman, je voulais que tu saches, tu n'es pas seul. Et tu as fait ce qu'il fallait. » Après avoir raccroché, j'ai pleuré encore. Mais cette fois, c'était des larmes de fierté. 4 mois après mon départ, à la fin du mois d'octobre, j'ai pris une décision. Il était temps de rentrer. Pas pour eux, pour moi. Parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. Partir, ce n'était pas abandonner, c'était reprendre le contrôle. Et maintenant, je pouvais revenir sans peur, parce que je n'étais plus la même. J'ai prévenu Mathilde et Antoine. Ils étaient soulagés, heureux. J'ai dit au revoir à Isabelle, qui m'a serré dans ses bras en murmurant « Tu reviens quand tu veux ». J'ai remercié Teresa, qui m'a offert un petit sachet d'azulejos miniature en souvenir. Et je suis rentrée à Strasbourg. L'avion a atterri un jeudi matin, sous un ciel gris typiquement alsacien. J'avais prévenu Mathilde et Antoine de mon arrivée, mais je leur avais demandé de ne pas venir me chercher. Je voulais rentrer seule. J'ai pris le tram jusqu'au centre-ville. En passant devant la cathédrale, je me suis arrêtée. Je suis entrée, comme je l'avais fait ce jour-là, 4 mois plus tôt. Mais cette fois, je n'étais pas en fuite. J'étais en paix. Je me suis assise sur le même banc, au fond. J'ai fermé les yeux. Et j'ai prié. Pas pour demander quelque chose, juste pour dire merci. Merci d'avoir trouvé la force de partir. Merci d'avoir survécu à la tempête. Merci d'être encore là. Quand je suis sortie, le soleil perçait à travers les nuages. J'avais acheté un petit appartement dans le quartier de la Petite France, avec une partie de l'argent de la vente. Un 2 pièces lumineux au 2e étage, avec vue sur le canal. Pas grand, mais à moi. Pour la première fois de ma vie, j'avais un chez-moi qui ne portait pas le poids du passé. Le soir de mon retour, Mathilde et Antoine sont venus dîner. Pas de grande réunion, pas de discours. Juste nous 3, autour d'une tarte flambée et d'une bouteille de Riesling. Mathilde m'a parlé de son travail, de ses élèves. Antoine m'a montré des photos de sa dernière commande, une bibliothèque en chêne massif qui occupait tout un mur. Nous avons ri. Nous avons parlé de choses simples. Et c'était bon. À la fin du repas, Mathilde a pris ma main. « Maman, je voulais te dire, je suis fière de toi. » J'ai souri. « Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. » Antoine, lui, m'a simplement embrassée en partant. Mais son regard disait tout. Julien n'est pas venu. Pendant des semaines, je n'ai eu aucune nouvelle de lui. Mathilde me disait qu'il allait bien, qu'il continuait à travailler, qu'il voyait quelqu'un d'autre. Mais il ne m'appelait pas. Au début, ça me faisait mal. Puis, petit à petit, j'ai accepté. J'avais fait ce que je devais faire. Le reste ne dépendait pas de moi. Julien devrait faire son propre chemin. Et peut-être qu'un jour, il comprendrait. Ou peut-être pas. Mais je ne pouvais pas attendre indéfiniment qu'il devienne celui que j'aurais voulu qu'il soit. Puis, un dimanche après-midi de décembre, 3 semaines avant Noël, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. C'était Julien. Il était différent. Pas dans son apparence, toujours le même costume, la même coiffure soignée. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de cassé. « Bonjour maman. »« Bonjour Julien. » Un silence pesant. « Je peux entrer ?» J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte en grand. « Oui, entre. » Il est entré, maladroit, comme s'il ne savait pas quoi faire de son corps. Je lui ai offert un café. Il a accepté. Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine. « Pourquoi tu es venu, Julien ?» Il a regardé sa tasse, incapable de croiser mon regard. «
Je ne sais pas trop. J'ai longtemps été en colère contre toi. Je pensais que tu avais tout gâché, que tu avais détruit notre famille. Et maintenant, je ne sais plus. Il a levé les yeux vers moi. Chloé m'a quitté. Elle m'a dit que j'étais comme mon père. Ton père était un homme bon, Julien. Non, pas mon vrai père, mon grand-père, le père de papa, celui qui était dur, froid, qui ne savait pas montrer d'affection. Papa m'en parlait parfois. Il disait qu'il avait juré de ne jamais devenir comme lui. Mais Chloé m'a dit que moi, j'étais en train de le devenir. J'ai posé ma tasse. Et tu penses qu'elle a raison ? Il a fermé les yeux. Je ne sais pas, maman. Mais je sais que ce que j'ai dit ce jour-là, c'était impardonnable. Oui, ça l'était. Il a tressailli. Je suis désolée. Tu l'es vraiment ? Oui. Nous sommes restés silencieux un long moment. Julien, je vais te dire quelque chose. Et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Il a hoché la tête. Je t'aime. Tu es mon fils. Et rien ne changera jamais ça. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas redevenir celle que j'étais. Celle qui acceptait tout, qui pardonnait tout, qui se taisait pour préserver la paix. Je ne te demande pas ça. Alors qu'est-ce que tu me demandes ? Je ne sais pas. Une chance peut-être, de réparer ce que j'ai cassé. J'ai réfléchi longuement. Je ne peux pas te pardonner tout de suite, Julien. Pas comme ça, d'un claquement de doigts. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Et ça va demander du travail, de ta part. Je suis prêt. Non, tu crois que tu es prêt. Mais tu ne sais pas encore ce que ça implique. Ça implique de te remettre en question, de reconnaître tes torts, de changer, vraiment changer. Il a baissé les yeux. Je vais essayer. Essayer ne suffit pas, Julien. Mais c'est un début. Il est parti 1 heure plus tard. En sortant, il s'est retourné. Maman ? Oui ? Merci de m'avoir ouvert la porte. J'ai souri tristement. Je suis ta mère, Julien. La porte sera toujours ouverte. Mais c'est à toi de décider si tu veux vraiment entrer. Noël est arrivé. Cette année, je n'ai pas organisé le repas de famille. C'est Mathilde qui l'a fait. Chez elle, nous étions 15, pas 45. Juste la famille proche. Julien était là, silencieux, un peu perdu. Mais là, Antoine a fait un toast. À maman, qui nous a appris cette année ce que signifie vraiment le courage. Tout le monde a levé son verre, même Julien. Et moi, assise à cette table entourée de ceux que j'aimais, j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Je ne savais pas si Julien changerait vraiment. Je ne savais pas si notre relation redeviendrait un jour ce qu'elle aurait dû être. Mais je savais une chose. Je ne sacrifierai plus jamais ma dignité pour préserver une illusion d'harmonie. Les mois ont passé. J'ai repris mon travail de couturière, mais cette fois, à mon compte. J'ai ouvert un petit atelier dans mon appartement et le bouche à oreille a fonctionné. J'avais des clientes. Pas beaucoup, mais assez. Assez pour vivre, assez pour créer. Mathilde venait me voir chaque semaine avec les enfants. Antoine passait le dimanche pour boire un café et me raconter ses projets. Julien, lui, venait 1 fois par mois. Pas plus. Les conversations étaient encore difficiles, maladroites, mais elles existaient. Un soir de printemps, alors que je cousais près de la fenêtre ouverte, j'ai entendu les cloches de la cathédrale sonner. 7 heures. J'ai posé mon ouvrage et je suis sortie sur le petit balcon. Le soleil déclinait sur les toits de Strasbourg. Le canal scintillait. Les premiers bourgeons des arbres éclataient en touches de vert tendre. Et j'ai pensé à cette femme que j'avais été, celle qui marchait seule dans les rues après avoir quitté cette fête, celle qui était montée dans cet avion sans savoir ce qu'elle faisait, celle qui avait eu peur, mais qui avait tenu bon. Je lui devais tout. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré, comme une prière. Merci, merci d'avoir eu le courage de partir. Merci de m'avoir ramené à moi-même. Le vent a soufflé doucement, portant avec lui l'odeur du printemps. Et j'ai su, avec une certitude absolue, que j'étais enfin rentrée chez moi. Non pas dans un lieu, mais en moi-même. Épilogue, 2 ans plus tard. Je suis assise à la terrasse d'un café de la Petite France. C'est un samedi matin de juin, et le soleil brille, comme il brillait ce jour-là.
il y a 2 ans. Mais tout a changé. Léa, ma petite fille, est assise à côté de moi. Elle a maintenant 11 ans et elle m'aide à choisir des tissus pour une nouvelle commande. Elle veut devenir styliste. Je lui apprends à coudre. Mathilde arrive avec Antoine. Ils sont passés acheter des bretzels frais pour le petit déjeuner. Nous parlons de tout et de rien, de la vie, de nos projets, de nos espoirs. Julien n'est pas là. Il est à Paris pour le week-end. Mais il m'a envoyé un message hier soir. « Bonne fête, maman. Je pense à toi. » C'est peu, mais c'est sincère. Et c'est déjà beaucoup. Notre relation ne sera jamais parfaite. Il y a des cicatrices qui ne disparaissent pas complètement. Mais il y a aussi du respect, maintenant. Et peut-être un jour, quelque chose qui ressemblera à de la tendresse. Mais ce n'est plus ça qui définit ma vie. Ce qui la définit, c'est ce moment présent. Cette terrasse ensoleillée, ce café fumant, ce rire de Léa qui découvre un tissu à paillettes, ce regard complice d'Antoine, ce sourire de Mathilde, ce sentiment, enfin, d'être à ma place. Je lève les yeux vers le ciel bleu et je souris, parce que j'ai compris, au bout de 58 ans, une vérité simple et lumineuse. On ne peut aimer vraiment les autres que lorsqu'on a appris à s'aimer soi-même. Et moi, Eliane Dufour, couturière, mère, grand-mère, femme libre, je m'aime enfin. Le jour de la fête de famille, mon propre fils a dit « Elle a tellement travaillé. » Et aujourd'hui, elle n'a même pas où tomber morte. Une ratée. Arrachant les rires de tous les 45 invités, je suis sortie en silence. Le lendemain, il m'appelait désespérée à cause de ce que j'avais fait.